Voilà, l'objectif de cette présentation est de présenter le pluralisme des classifications psychiatriques émergentes, c'est-à-dire récemment développées en psychiatrie. Alors, d'abord, la question centrale est de se demander, bien, il y a une littérature très importante sur la nosographie, les nosographies psychiatriques, la nosologie et les nosographies, c'est-à-dire les classifications psychiatriques et l'étude de ces classifications. Mais en fait, les débats sur la nosologie psychiatrique ont principalement été tournés vers la classification d'autorité hégémonique, on va dire le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc il semblait quand même important d'aller étudier l'écosystème des classifications, pour le dire simplement, c'est-à-dire la coordination, l'exclusion ou l'intégration potentielle de ces classifications entre elles dans le paysage psychiatrique contemporain. Donc la question en fait, principale est de se demander si, si on a un pluralisme de classifications, si on a plusieurs classifications, plusieurs manières de réfléchir à la psychiatrie qui sont actuellement utilisées et déployées sur le terrain de la clinique et de la recherche, est-ce que c'est par défaut? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à découper la nature à ses articulations, entre guillemets, c'est-à-dire à trouver ce que c'est un trouble psychiatrique? Ou deuxièmement, est-ce qu'on a ce pluralisme de manière plus positive parce que pour saisir de manière plus complexe l'objet délicat à comprendre d'un seul point de vue qu'est la psychiatrie, qu'est le patient psychiatrique même, il faut plusieurs classifications, plusieurs perspectives. Alors cette réponse-là, elle peut être donnée à 3 niveaux. En analysant la classification, mais qui est finalement une coquille vide puisqu'elle n'est constituée que des entités qu'elle classe. Donc il faut aussi étudier ces entités, qu'on pourrait appeler les espèces psychiatriques. Ce sont des catégories dans le cas du DSM, mais en fait ce sont des construits dans des classifications plus statistiques. Et à l'intérieur de ces espèces mêmes, on a l'entité élémentaire qui est le plus souvent un symptôme, mais qui peut être aussi une donnée neuroscientifique. Alors, la première question est de se demander, qu'est-ce que c'est ces classifications contemporaines? La deuxième est de voir comment elles peuvent avoir des ressemblances finalement. Est-ce qu'il y a des conditions de possibilité qui font qu'une classification est une classification? Et donc là, on peut aller interroger l'épistémologie des modèles. En considérant une classification comme un modèle, on s'aperçoit qu'il y a des entités élémentaires caractéristiques des modèles qui sont présents dans tous les modèles, que ce soit au niveau de leur nature ou de leur fonction. Et on peut prendre une autre voie, non pas d'étudier quelle est la ressemblance dans cette classification, mais justement la différence. Et quand on étudie la différence entre plusieurs classifications, on a là finalement l'étude du pluralisme et d'un autre point de vue, d'un point de vue de la vérité, du perspectivisme. Et donc on peut faire comme ça une étude de cas des classifications psychiatriques. Alors si on va encore plus loin dans une autre partie, on se rend compte que l'objet classification n'est compréhensible que dans un contexte, que dans une utilisation particulière. Et en fait que lorsqu'on se penche sur qu'est-ce que c'est l'objet classé, et quand on se penche sur la phénoménologie du symptôme, et sur son évolution dynamique. Alors une première partie est de se demander, qu'est-ce que c'est ces classifications psychiatriques contemporaines? Alors on s'aperçoit que dans le paysage psychiatrique contemporain, on a plusieurs manières d'envisager la psychiatrie. Par exemple, la représentation schématique de la psychanalyse, psychodynamie, une représentation schématique de la phénoménologie, une autre de la description qu'offre le DSM par critères successifs, une autre par, analyse comportementale, voire behavioriste, telle que le fait la TCC, ou, comme le font les neurosciences, une analyse réductionniste du fonctionnement du cerveau. Et puis on a des approches qui sont dites computationnelles ou un peu plus complexes, adhérant aux interactions entre symptômes et expliquant le trouble psychiatrique par ces interactions-là. Alors la question est de se dire, est-ce que ces manières de penser la psychiatrie, ce sont des paradigmes au sens de Kuhn? Est-ce que ce sont des programmes de recherche, comme disait Lakatos, des épistémés selon Foucault, des thémata, des questions, comme disait Jardine? Est-ce que ces systèmes sont des paradigmes, des programmes, des épistémés, des thémata ou questions? Est-ce que ce sont juste des styles de conception historiquement déterminés? Il y a eu la psychodynamie qui est apparue pour des raisons contextuelles et contingentes, et puis un paradigme descriptif, on dit néo-kraplinien avec le DSM, puis physiopathologique et accueillant la complexité. Est-ce qu'il faut l'intégrer au style de raisonnement scientifique, comme l'a décrit Hacking, qui décrit, 7 styles de faire de la science? Et puis, comment intervient la controverse scientifique ou les théories de la traduction, ou théories de l'acteur réseau? Un acteur est porteur d'un système, et sans cet acteur, il n'y aurait pas de système. Bon, quoi qu'il en soit, il faut aller s'interroger sur qu'est-ce que c'est ces classifications. Premièrement, le DSM. Le DSM, qui a été traduit récemment, en début d'année, pose différents troubles. Donc là, on voit dans sa section 2 les différents troubles posés par le DSM. Et en fait, très souvent dans la littérature,
clinique, philosophique ou scientifique qui s'intéresse à la nosologie, eh bien, il y a une critique du DSM. Alors là, l'idée était de montrer que eh bien, le DSM constitue avant tout un hub épistémique, c'est-à-dire un point de ralliement qui permet de répondre à de nombreuses questions qui sont détaillées ici. Ces nombreuses questions sont parfois oubliées, mais une classification doit pouvoir avoir de nombreuses contributions pour être développée, pour être perpétuée, utilisée et adoptée par les cliniciens comme par les chercheurs. Et il ne faut pas oublier ça, et proposer une nouvelle classification doit prendre en compte ces différents facteurs et ces différentes contributions. Deuxièmement, deuxième classification, non pas axée sur la phénoménologie des troubles, c'est-à-dire la sémiologie, mais vraiment sur les entités physiopathologiques qui les sous-tendent. Donc on voit qu'on a une augmentation des publications autour des Research Domain Criteria qui proposent une matrice avec en colonne des niveaux d'analyse du gène aux mesures auto-rapportées et puis des domaines ou sous-domaines ou construits en ligne qui renvoient à des comportements humains. Donc on voit par exemple ici qu'au niveau moléculaire, en termes de réception de l'information de la communication émotionnelle ou expressive, eh bien on a certains éléments, donc si on clique sur éléments, on peut voir qu'il y a certains éléments physiopathologiques qui sont décrits. Les RDoC, comme on les appelle, s'inscrivent dans une perspective de recherche translationnelle et proposent une approche dimensionnelle de la psychopathologie puisque les entités sont des continua avec des mesures fiables et valides. Alors la HiTOP, la hiérarchie taxonomique de la psychopathologie, dans sa première version, propose une classification qui est hiérarchique, en prenant en compte des signes et des symptômes, puis en les rassemblant au sein de construits qui sont de plus en plus larges, jusqu'à répondre à une dimension d'ordre la plus élevée, le P-facteur, qui correspond à ce qu'est un trouble psychiatrique d'un point de vue statistique. Avec une deuxième version qui est parue en 2021 sur une autre proposition plus ou moins en accord avec le DSM. Et puis on a d'autres conceptions des troubles psychiatriques, notamment les réseaux de symptômes, qui sont finalement une approche qui rend, non pas athéorique le DSM, mais finalement qui propose une théorie qui répond aux réseaux de symptômes, puisque en fait les symptômes tels qu'ils sont classés dans le DSM, de manière descriptive, interagissent les uns aux autres, les uns avec les autres. Donc on le voit, un événement extérieur, E1, va agir sur par exemple une humeur triste et une perte de plaisir, et ces symptômes-là vont eux-mêmes interagir directement, indépendamment du facteur extérieur, sur un symptôme, S3, par exemple les troubles du sommeil, etc. Et le réseau par hystérésis va se perpétuer en l'absence de tout facteur déclenchant, enfin, ou en tout cas de la disparition du facteur déclenchant. Cette conception permet de revoir ce que c'est une espèce psychiatrique, ce que c'est ce trouble ou cette catégorie, et de manière complexe et multiniveau. Deuxièmement, ça permet de proposer une autre définition de la fonction naturelle. Non pas une fonction de qu'est-ce que c'est un trouble, mais une fonction de ce que c'est un symptôme. Puisque finalement, à chercher qu'est-ce que c'est la fonction derrière la dépression, eh bien, on ne trouve pas de fonction physiologique. Par contre, à chercher qu'est-ce que c'est une fonction pour l'humeur triste ou pour l'anédonie, eh bien, on a un certain raffinement qui permet de commencer à apporter des réponses. Cette fonction-là, appropriée aux symptômes, eh bien, elle est structurelle, est une fonction, ce qui permet la réaction avec d'autres symptômes au sein d'un réseau. Et donc la dysfonction préjudiciable, qu'on pourrait considérer comme un état stable, ou instable d'un réseau plus ou moins fortement connecté. Donc stable lorsqu'il y a une cristallisation autour de la santé et autour de la maladie, et instable lorsqu'il y a une dynamique entre santé et maladie. Et puis, au travers des réseaux, on peut avoir une nouvelle proposition de ce que c'est un symptôme comme producteur minimal de différence au sein du réseau. Alors, d'un point de vue de la stadification ou staging en anglais, eh bien là, on n'a non pas une considération des catégories diagnostiques de manière figée, mais évolutive dans le temps, avec par exemple un trouble qui est peu grave, qui devient de plus en plus, etc., et qui va être traité et considéré de différentes manières en fonction de son évolution. Alors face à toutes ces classifications, on pourrait essayer d'envisager une métaclassification psychiatrique. Est-ce que ce but est vraiment enviable, de rajouter au paysage désordonné de la psychiatrie une nouvelle classification? La question reste ouverte. Cependant, on peut prendre une catégorie du DSM, telle que le rectangle vert, montrer qu'elle évolue en stade, plus ou moins grave, et voir que pour un stade, eh bien, on peut considérer, comme le fait la HiTOP, des dimensions plus larges. Par exemple, le stade 2 du construit de la HiTOP le plus haut montre que, eh bien, on peut rassembler à la fois un stade moyennement grave de la dépression et un stade moyennement grave de l'anxiété, autour par exemple d'une dimension d'internalisation.
Et puis, au sein de chacun de ces stades, on peut non pas considérer les symptômes comme des agglomérats de critères comme le fait le DSM, mais comme un réseau de symptômes interconnectés, avec autour des marqueurs plus ou moins en interaction et plus ou moins mobiles en fonction des progrès scientifiques et de la psychiatrie de précision. Alors si on se penche sur ces classifications, on voit qu'elles ont des caractéristiques. Le DSM, la ITOP, les RDoC, les réseaux, le staging, les modèles de staging, ont certaines méthodologies, variables latentes, inférences, styles de raisonnement. Elles proposent des espèces psychiatriques différentes, une ontologie différente et sont plus ou moins verbales ou numériques. Dans une deuxième partie, après avoir décrit ces classifications émergentes contemporaines, eh bien on va décrire quelle est la concordance possible entre les classifications psychiatriques. Alors il faut savoir qu'en philosophie des sciences, eh bien, il y a eu deux évolutions, celle de rechercher une unité du monde à travers la description de la science. Est-ce que les particules sont des ondes ou des corpuscules? Eh bien, on va essayer de trouver une théorie qui unifie ces différentes visions, donc dévoiler une structure cachée derrière un désordre. Et donc, on va, pour les classifications, voir s'il n'y a pas une structure cachée derrière ce désordre de classification. Et un des outils va être l'épistémologie des modèles, puisque on peut considérer, en tout cas c'est une hypothèse de considérer les classifications comme un modèle, et du coup, derrière les modèles, on a des outils pour montrer qu'est-ce qui fait qu'un modèle est un modèle. Une deuxième possibilité est non pas d'essayer de trouver une structure cachée, mais d'aller voir quelle est la pluralité du monde, c'est-à-dire de regarder dans le supermarché chaotique du monde, selon Ulysses Molines, accepter la forme de désunité du monde et étudier le pluralisme ou le perspectivisme scientifique. Alors selon la première voie, pour essayer de trouver une sorte d'unité derrière la classification, il s'agit de voir les conditions de possibilité qui font qu'une classification se développe et se perpétue. La première et les premières conditions de possibilité sont des exigences intrinsèques. Il faut que cette classification ait une fiabilité, une validité, une certaine couverture, c'est-à-dire une utilité. Deuxièmement, elle doit avoir des exigences extrinsèques. Elle doit être claire, reproductible, intégrative, sinon son utilité est restreinte ou elle n'est pas employée dans la pratique clinique ou scientifique. Et enfin, des exigences plus générales en termes de pertinence clinique, de parcimonie ou d'acceptabilité. Alors quand on regarde différents construits scientifiques, par exemple ici différents modèles, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une manière de les concevoir autour de l'épistémologie des modèles. Donc on voit en haut qu'on peut concevoir un avion en décrivant ses parties. Il a des ailes, il a des roues, ou, donc de manière très mécanistique, ou on peut le décrire en fonction de son comportement. On va faire voler un avion parce qu'on reproduit son comportement. Alors deuxièmement, un patient peut être décrit, comme on l'a vu, de manière sémiologique, mais aussi par différentes théories neuroscientifiques, et on s'aperçoit que bien ces différents niveaux de description sont interrogés par l'épistémologie des modèles. Et enfin, d'un point de vue des modèles, on voit qu'il s'agit d'objets de médiation facilitante. On voit que le modèle des boules de billard et des atomes de Bohr constitue une fiction par rapport à la réalité. Enfin, selon une dernière voie, celle du pluralisme scientifique, on ne va pas considérer l'unité, de chercher l'unité des classifications, mais essayer de considérer le pluralisme de deux manières, de manière non intégrative mais tolérante, c'est-à-dire de voir qu'il y a plusieurs manières de concevoir la psychiatrie, et ces différentes manières se tolèrent les unes les autres, mais n'essaient pas de s'intégrer. On a donc par exemple l'exemple du pluralisme paradigmatique, donc on a un premier ensemble de théories, donc des paradigmes, qui se succèdent, un premier ensemble qui succède à un second, etc. Et on voit que chacun tolère l'autre, mais finalement le remplace. Une seconde manière de concevoir ça, c'est le pluralisme tacheté. Dans chacun, il y a des poches nomologiques. La nomologie, ça renvoie à un ensemble de lois. Donc dans une poche nomologique, on a une certaine manière de concevoir la psychiatrie qui permet de répondre à certaines questions. Et puis on tolère qu'il y ait d'autres manières de faire de la psychiatrie, avec d'autres questions, et en vérité, ces différentes tâches du pluralisme tacheté vont quand même s'influencer les unes les autres. Alors, d'un point de vue du pluralisme intégratif, là, l'idée est de voir que certains troubles vont plutôt être considérés à différents niveaux. Donc on l'a vu, le DSM considère uniquement le niveau comportemental, on pourrait dire sémiologique, le premier niveau vert en haut des différentes lignes, et puis les RDoC, la classification neuroscientifique, cherchent à concevoir différents niveaux inférieurs. Eh bien, pour expliquer, par exemple, les hallucinations et la schizophrénie, il vaudrait mieux utiliser un niveau inférieur, par exemple la neurobiologie, et expliquer des déficits en dopamine ou en GABA.
Alors que pour la dépression, peut-être que les facteurs contextuels qui influencent la survenue d'une dépression seraient plus fructueux à prendre en compte pour expliquer, voire traiter le trouble. On a donc un pluralisme qui est saupoudré. En fonction de la question, en fonction du trouble, en fonction de l'entité qui est interrogée, on va plutôt utiliser certains niveaux que d'autres. Par exemple, plutôt des niveaux comportementaux pour la dépression, des niveaux plus profonds au niveau physiopathologique pour la schizophrénie. Et puis enfin, d'un point de vue intégratif, on peut avoir une interaction entre ces différents niveaux. Par exemple, le fait d'avoir un comportement d'addiction à une substance va conduire à une modification de la tolérance, de la dépendance, qui va faire des modifications à un autre niveau, celui des neurotransmetteurs, et donc de la génétique ou de l'épigénétique, qui elle-même va influencer les comportements. Et donc on a là des boucles de rétroaction entre symptômes et entre éléments, et donc entre niveaux. Voilà. Merci pour votre attention.